Salut Florent. Salut David. Écoute, comme tu le sais, j'aime bien démarrer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. Est-ce que tu veux me raconter, me dire un petit peu avec quelle énergie tu viens ce matin? Ouais, alors du coup ce matin je suis vachement excité d'être là. Ça fait voilà pas mal de semaines que j'attends ce podcast et j'étais vraiment je suis super content de le faire avec toi. Et voilà, là avant c'était un petit peu le rush et un petit imprévu ce matin, donc j'ai fini un petit peu toutes mes routines etc. pour être bien prêt pour l'épisode à l'arrache. Mais je suis là, je suis présent et je suis ravi d'être avec toi. Quoi comme routine? C'est quoi tes routines du matin justement pour être au taquet? Ouais, alors moi, ma routine, c'est déjà le matin, j'ai mon téléphone est loin de moi. Enfin, c'est mon téléphone, c'est mon réveil, et ça m'oblige à me lever parce que mon cerveau du coup, il est ultra conditionné. Et le réveil sonne, je me réveille et ça m'aide vraiment à directement sortir du lit. Et après, c'est un peu le classique. Voilà, enfin le classique, on a plein sur ce podcast qui ont parlé de ça. Donc la douche froide. Ensuite, moi, je la fais avant mon exercice de respiration parce que je suis souvent pas très bien réveillé, donc ça me réveille. C'est pas évident d'y aller, mais ça me réveille de ouf. Donc, je suis pas content d'y aller, mais après coup, je suis très content d'y être allé. Après, je fais respiration Wim Hof, qui me dynamise beaucoup. Pendant longtemps, je faisais des méditations, mais je trouve que j'étais un peu trop dans la tête. Respiration Wim Hof, ça me sort, ça me dynamise, ça me sort de moi. Et ensuite, souvent, c'est plus, je vais réveiller ma compagne. C'est plus câlin avec ma compagne le matin. Ça nous fait un petit moment ensemble. Et après voilà, je démarre ma journée. Et parfois, c'est pas toujours le cas. Après la respiration Wim Hof, je vais poser mon intention du jour et je vais aussi essayer les moments où je me sens un peu moins bien, je vais essayer un peu d'auto-empathie, je vais connecter à qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin. Donc plus dans les moments où voilà, ça va un peu moins bien dans ma vie, j'ai plus ce réflexe de me dire ok là, il faut accueillir les émotions. Et j'aime bien le faire le matin parce que une fois que tu es pris dans ta journée, quand tu es pas mal dans la tête, tu es encore plus dans la tête. Donc le matin, si tu n'arrives déjà pas à accueillir tes émotions, tu auras moins de chances de le faire après. Donc ça me permet d'avoir un... Et quand je le fais, ça désamorce beaucoup de choses. Je me dis, ok, là, mes émotions me disent ça. Donc ça va changer aussi toute la direction de ma journée. Et c'était Voilà, quoi en ton gros. intention du jour? Mon intention du jour, là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de la poser. Pas J'ai pas eu le temps d'intention de du la coup. poser. Mais en ce moment, c'est beaucoup présence à moi-même. Me recentrer en fait beaucoup. C'est surtout ça. Une fois que je suis bien centré, ça débloque beaucoup de choses. Donc c'est plus ce que je développe en ce moment en moyenne, on va dire. Ok. Pour ma part, je te fais mon petit check-in aussi. Je suis un peu dans un gros tourbillon là dans ma vie. Il y a plein de choses qui se passent et je bouge beaucoup. Et donc là, j'ai dû faire un aller-retour à Montpellier pour une soirée avec mes investisseurs. Et donc hier, je reprenais le train. Je pars à 6 heures du mat alors que je me suis couché un peu plus tard, justement parce que j'avais cette soirée. Et donc, je fais Montpellier-Nîmes. À Nîmes, on s'arrête et à cause des grèves, le train reste à quai, est censé rester à quai 40 ou 50 minutes. Donc, je reçois un texto, le contrôleur le dit, etc. Et puis, et donc je me dis, je vais en profiter pour aller me chercher un petit café. Et donc je demande quand même au contrôleur, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher mon café? Je vais chercher mon café, j'en profite dans la queue pour faire un petit peu de vague, de bouger un petit peu mon dos, etc. Tu vois, j'avais pas eu le temps de faire ma mobilité du matin, donc ça me permet de déverrouiller un petit peu tout mon corps. Et puis je récupère mon café, j'arrive sur le quai, et là, qu'est-ce que je vois? Le train qui part sans moi, avec toutes mes affaires dedans. Donc voilà, donc potentiellement grosse galère. Et donc, ouais, j'aime bien cette pensée stoïcienne de dire, t'as pas le contrôle sur ton environnement, sur les événements, sur les choses qui se passent. Par contre, tu peux Mhm. choisir la façon dont tu y réagis. Mm. Et donc, j'ai choisi d'y réagir hyper positivement. Donc, j'ai vu ça comme une chance d'aller au relais, de regarder les magazines qu'il y avait là, que d'habitude je ne vais pas voir parce que j'ai déjà tellement de livres à lire que je me dis que j'ai pas le temps d'aller lire en plus des magazines. Tu vois, j'ai trop de sollicitations, trop de curiosité. Et donc j'en ai trouvé un qui s'appelle Epsilon, un hors-série sur les super pouvoirs, un sujet Mhm. qui me parle particulièrement parce qu'il Pour colle changer. directement voilà, au sujet du podcast. Et puis voilà, tu vois, j'en ai profité pour marcher dans la ville de Nîmes parce que j'ai dû attendre. Donc là, il était 7 heures du match, j'ai dû attendre jusqu'à 14h30 un autre train. Puis voilà, au final, heureusement, j'ai récupéré toutes mes affaires. Et puis j'étais content, tu vois, d'avoir eu ce petit contre-coup du destin qui m'a permis de vérifier ma progression Mm. dans ma maîtrise de moi, tu vois, dans mon apaisement, le fait de vivre le moment présent, etc. Et je sais qu'il y a 2 ans ou 3 ans, j'aurais pas du tout vécu les choses de la même façon, d'autant plus que j'avais plein de rendez-vous pour mon boulot l'après-midi, etc., que j'ai pas pu honorer. Et voilà, ça aurait pu être anxiogène. Et là, vraiment, pas du tout, tu vois. C'est même pas une image de moi que je me suis donnée. C'était sincère. Je me sentais
juste bien et c'était ok, tu vois. Mmh. Donc voilà, j'avais envie de te partager cette petite victoire. Ouais. Et du coup, tu disais que sur le podcast, tu avais entendu plusieurs personnes parler de la respiration Wim Hof, des douches froides, etc. Tu fais partie, tu es le deuxième à faire partie de cette hors-série un peu Become Limitless, où j'essaie de recevoir des gens qui ont choisi de vivre une vie à la hauteur de leur potentiel. Est-ce que tu pourrais me dire déjà comment tu as découvert le podcast et puis qu'est-ce qui t'a apporté dans ta vie? Ouais, alors du coup, au niveau de comment j'ai découvert, de souvenirs, c'était avec Nicolas Aignan. Dans le sens où j'avais écouté le podcast, un des plus connus là sur Génération Do It Yourself avec Nicolas Aignan. J'étais ah tiens, il est cool ce type, c'est intéressant ce qu'il dit. Et du coup, j'ai voulu écouter d'autres de ses interventions. Et donc, je crois de souvenir, je tapais sur Spotify Nicolas Aignan. Et je pense que c'est comme ça que je suis tombé sur ton podcast, parce que tu as un épisode dessus. Et donc ensuite, je me dis, ah tiens, il est sympa ce podcast. Et donc, j'ai écouté le reste. Et après, en termes d'apport, on va dire un niveau plus global dans ma vie en général. Moi, ça fait quand même 10 ans que on va dire quasiment quotidiennement, je bouffe un peu boulimique de contenu de développement personnel. Donc, c'est venu s'ajouter dans mon régime alimentaire de développement personnel. Donc, j'écoutais pas mal de podcasts. Et moi, ce que j'ai plus tiré de ces podcasts-là, euh, c'est plus de plonger dans un univers précis de chaque personne, en gros, pour caricaturer, hein, mais il y en a un qui va dire pour être heureux, prenez des douches froides, l'autre pour être heureux, libérez-vous de vos peurs, l'autre pour être heureux, respirez, pour être heureux, mangez bien, pour être heureux, comprenez la mécanique de votre corps, pour être heureux, bougez, pour être heureux, dormez bien. Voilà. En gros, chacun a sa vision du truc et c'est totalement ok. Et donc moi, voilà, je me dis, ça me permet d'avoir une vision plus globale de comment gérer ma vie, sans pour autant tout pratiquer, parce que si on mettait en pratique tout ce qu'on apprend dans un épisode de podcast, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de choses qu'on apprend en tout cas pour moi, pour que je l'applique en une semaine, tout ce qu'il y a dans l'épisode. Mais je sais que ça élargit ma vision du monde. Et il y a des trucs que je peux retenir, par exemple, pour le futur. L'épisode avec Gaël où il parle je sais plus comment ça s'appelle, mais les réflexes machin, les réflexes archétypes ou je sais plus quoi. Et tiens, j'en avais jamais entendu parler et bah, si un jour j'ai un blocage, tiens, j'irais peut-être creuser là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui joue là et où j'ai jamais exploré, en fait? Donc ça, c'est plus au niveau perso et au niveau pro. Donc, comme moi, je suis coach. Dans un autre podcast, là, que je finissais d'écouter hier, enfin, j'ai pas encore totalement fini d'écouter, tu parlais de, ma voix bug, tu parlais de spécialiste contre généraliste, avec, celui-là qui parle des IA, là, j'ai oublié son nom, désolé. Laodis. Voilà. Et donc moi j'aime bien avoir une approche très spécialiste en tant que coach, en mode je gère très très bien certaines problématiques ou certains outils et donc je peux apporter une grosse valeur ajoutée dessus, mais j'ai pas envie de tomber dans ce piège dans lequel beaucoup de coachs, de thérapeutes tombent, qui est ils deviennent des marteaux qui cherchent des clous, dans le sens ils ont une technique, ils ont un outil, tu viens les voir et puis quoi que tu dises, c'est ah bah oui, c'est ce qu'ils font qu'il faut faire. Non en fait, non, t'en sais rien. C'est un peu comme si un chirurgien, dès qu'il voyait un mec qui avait un problème, dit vas-y, on va te sculpter. Ouais, non, en fait, on se calme. Déjà voir si le problème il vient de l'intérieur. Il y a une opération à faire. Et du coup, moi, cette vision, les podcasts me permettent d'agrandir ma carte du monde. Et du coup, quand je coach des gens, je vais voir là où je peux avoir une influence, parce que souvent, je peux quand même en avoir une. J'ai beaucoup de compétences, mais je vais aussi voir mes limites. Et je vais aussi voir ce qui me dépasse. Et du coup, je peux rediriger la personne et lui dire, OK, là, on a travaillé ça. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller explorer ça, ça, ça. Moi, je m'y connais pas, mais je connais assez le sujet pour savoir qu'il y a un sujet. Tout comme, je sais pas réparer une voiture, mais si je vois un pneu crevé, je sais reconnaître un pneu crevé. Voilà. En gros, ce que ça plus m'apporte au niveau général. Et au niveau plus quotidien, moi, j'aime beaucoup tes questions sur les hacks. Parce que ça permet d'avoir des conseils très pratico-pratiques qu'on peut implémenter pas forcément en un claquement de doigts, mais quand même beaucoup sont très simples à implémenter. Et donc, tu vois, les lunettes anti-écran, anti-lumière bleue là du podcast sur le sommeil, je trouve ça trop bien. En plus, elles coûtent que 30 euros. Je m'attendais, tu sais, à avoir parfois les accessoires comme ça coûte 1000 euros. Tu te dis, ouais, bon, c'est sympa, mais 1000 euros, ça fait un peu cher. Là, c'est 30 balles. Bah, vas-y, tu les mets, puis t'es tranquille pour regarder Netflix le soir de temps en temps. La vitamine D3, pareil. Ah bah tiens, on n'en produit pas en hiver avec le soleil. Ah bah ouais, ok, ça serait pas mal de supplémenter, c'est pas bête. Ou la respiration de Leonardo. Je crois que c'est Leonardo. Lui, pareil. Enfin, lui, c'est plus un épisode entier sur la respiration. Ça m'a permis de plus conscientiser que ok, c'est pas qu'un petit outil.
Il y a des gens, ils en font en mode de vie et donc je la pratiquais pas beaucoup avant et ça m'a motivé à garder Wim Hof et à plus creuser la respiration Wim Hof parce que je pratiquais beaucoup le froid mais très peu la respiration et ça m'a dit ok, il y a un sujet en fait autour de la respiration pour en parler 2 heures, c'est que ça doit être important. Voilà en gros. T'as vu des vrais changements depuis que tu fais cette respiration Wim Hof? Ouais, moi franchement, comme j'ai dit au début là, j'ai testé pas mal de respirations différentes pendant plus de 3 ans. J'ai médité tous les matins 20 minutes, mais en fait, moi, je suis un peu hyperactif, quoi. Je suis diagnostiqué hyperactif, mais même si j'aime pas trop tous ces diagnostics. Et j'ai beaucoup d'énergie, je dois beaucoup bouger. Mon mental, il va à 100 km/h, voilà, tout ce qui est HP, ZEP, tout ça, je suis bien dedans. Et la méditation, en fait, parfois ça marchait, mais parfois j'ai l'impression d'être un peu, ça m'allait pas le matin en fait de calmer le jeu. Alors que la respiration Wim Hof, il y a un côté très mécanique où du coup ça. Et j'ai récemment fait une méditation au chaud qui est pareil. Méditation au chaud, tu sollicites tout le corps en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique euh, de solliciter tout le corps et que pas juste être dans la tête. Tu vois, moi en tout cas ça me parle beaucoup plus et je le vis à travers l'expérience. Et moi, la méditation Wim Hof, donc ce côté très mécanique, même quand je suis pas bien, j'arrive à la faire parce que la méditation, quand je suis vraiment pas bien, ben, je peux être à fond dans mon mental, même si c'est le but de juste l'observer, mais voilà, il y avait des méditations qui j'arrivais pas, quoi, ça me faisait plus de mal qu'autre chose en voyant qu'en fait, j'avais raté, enfin, je me sentais juste nul à avoir essayé une méditation et ça avait pas marché. Et le Wim Hof, avec le côté très mécanique, en fait, bah même si enfin, tu fais quoi, c'est mécanique, tu fais. Mmh. Voilà, c'est comme tu fais la vaisselle, dès que tu as envie de la faire ou pas, tu la fais, elle est faite. Quoi. Bah là, c'est pareil, Wim Hof, tu bombardes. Alors bien sûr, si tu mets la présence, ça marche mieux. Mais même si tu mets pas trop de présence, ça te fait déjà du bien. Et plus tu avances dans les cycles, bah plus tu te sens mieux, donc plus tu peux implémenter de la présence. Donc ça crée un espèce de cercle vertueux. Et moi, où ça fait une grosse diff, donc le matin, ça m'apaise bien ou ça me dynamise bien en fonction de ce que j'ai besoin. Et là où moi, ça me fait une différence de ouf, c'est plus ma routine post-boulot, où voilà, j'arrête ma journée vers 17-18 heures. Et je vais faire souvent, bah, j'ai un peu la tête prise parce que voilà, je suis entrepreneur, je peux avoir des sujets, machin, ou même beaucoup de tâches, je sais pas, sur le PC, et puis voilà, mon cerveau, il est un peu pris. Et je travaille aussi de chez moi, donc j'ai pas vraiment de sas de décompression. Et je me suis toujours demandé, ok, comment en travaillant de chez moi, je peux avoir l'esprit clair, comme si je venais de me réveiller, ou comme si, voilà, j'avais fait une balade d'1 heure, mais je peux pas toujours faire une balade d'1 heure j'habite en ville, donc je peux pas aller en forêt comme ça. Et la respiration Wim Hof, du coup, me permet vraiment je fais 4 cycles où je bourrine, mais comme un gros bourrin, j'y vais à fond. Et à la fin, ça reboot totalement mon cerveau. Mais vraiment, je suis aussi frais que le matin. Mais vraiment, je suis aussi frais que le matin mentalement. Ça fait disjoncter un truc dans mon cerveau et je repars à 18 heures super en forme. Et avant de la faire, c'est toujours rigolo parce que mon mental me dit la fais pas, la fais pas, la fais pas. Mon mental, il a compris que ça le disjonctait. Donc même ça me fait énormément de bien tous les jours, mais vraiment tous les jours, je dois lutter contre mon mental qui me dit la fais pas, ça sert à rien. Et une fois que j'ai fini de la faire, je suis en mode allez c'est bon, ciao ciao le mental et bonjour autre chose quoi. Voilà. C'est presque un pouvoir magique d'avoir ce shift, tu vois, de pouvoir retrouver de la clarté, etc. Quand tu as déjà des niveaux d'anédosine dans le cerveau qui saturent complètement et donc tu te sens crevé et impossible de focus sur quoi que ce soit. Et en plus, comme tu le dis, moi aussi, j'ai ressenti ce besoin d'avoir un sas de décompression entre ma journée de boulot et puis ce qui suit, parce que sinon, je reste à moitié dans mes processus mentaux et pas réellement présent dans le moment ou pour les gens qui sont proches de moi. Et Mm. comme toi, tu vois, je suis à tendance un peu hyperactive et la méditation le matin, ça m'a jamais réussi parce que je suis plein d'énergie. Au contraire, j'ai envie de dévorer ma journée. Et par contre, j'ai fait pendant plusieurs années de la méditation, justement plutôt à la fin de ma journée de boulot Mm. en termes de sas, justement, pour séparer ma journée de boulot avec ma vie personnelle, ma vie familiale et être plus présent. Même si aujourd'hui, c'est plus d'habitude que j'ai. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport à ces différents outils, tu dis, il y a plein d'outils possibles qui sont proposés par les invités. J'en ai gardé certains, mais je peux pas tout faire. Et c'est évident, tu vois, et c'est OK. En réalité, l'idée, c'est d'avoir une boîte à outils hyper riche, mais tous les outils sont contextuels et dépendent Mm. du moment de ta vie, de ce que tu ressens à ce moment-là, de ce qui marche ou pas pour toi, etc. Et donc, voilà, la diversité des outils ne doit pas du tout te donner la pression de devoir tout faire,
mais plus une diversité de champs d'exploration. Et puis après, c'est le fait d'avancer sur ton propre chemin qui fait que tu vas garder certains ou d'autres et puis les faire évoluer au cours de l'année, tu vois. Moi, mes Mm. routines, c'est pas les mêmes en été qu'en hiver parce que le soleil se lève pas à la même heure, parce que j'ai pas la même énergie, etc. Et c'est ok, et c'est hyper intéressant et ça fait partie de la vie, tu vois. On a souvent tendance à chercher la recette miracle ou magique ou idéale, et puis à vouloir que la vie soit une ligne droite, alors qu'en réalité Mm. c'est une sinuosidale. Je le dis tout le temps, c'est une homéostasie. Ça, il y a des fluctuations, et puis voilà. Et donc la recette magique, en fait, elle existe, mais elle est contextuelle. Elle va dépendre de chacune de ces incursions et de ces lignes, de ces courbes. Est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont marqué plus que d'autres? Franchement, j'ai pas trop l'impression qu'il y en a forcément un plus que l'autre. Je les avais re-regardés récemment et il y en a pas. Bah, je pense que celui-là de Nickelodeon a dû bien me plaire. Mais celui-là d'André Charbonnier, j'ai beaucoup aimé. Alors même si j'ai déjà su sa méthode, Grâce à parce toi d'ailleurs, je que fais une parenthèse parce que c'est toi qui Hmm. m'a recommandé de l'inviter. Donc Ouais. merci pour ce passage de savoir. Ouais, il a l'air d'avoir bien marché de ce que j'ai vu sur YouTube en termes de vues, donc je suis content, le message a été porté, je suis content que des personnes ont pu découvrir ce qu'il partage. Mais ce podcast, j'aime bien parce qu'il résume bien sa méthode. Donc moi, quand, quand j'ai envie d'envoyer quelqu'un vers sa méthode, j'ai pas besoin de l'envoyer vers le livre, je l'envoie vers ce podcast qui franchement résume plein de choses et qui, toi, tu le vois pas, mais il va aborder des sujets dont il a parlé nulle part ailleurs. Donc ça, c'est génial, notamment l'après-cérémonie. Donc ça, ce podcast, je l'aime bien pour ça. Et même moi, ça m'a permis de regagner en clarté sur sa méthode en ayant une synthèse sur 2 heures. Et puis, je pense que le podcast qui m'a le plus, où j'ai tout pris, je pense, c'est sur le sommeil, où là, j'étais au taquet. Je crois que j'ai pris des notes sur tout l'épisode. Et justement, tu vois, tu parles d'André Charbonnier, donc tu as t'as suivi sa méthode, tu as fait ton festen. Mhm. Qu'est-ce que, quel est ton rapport avec les traumas? Est-ce que tu penses que tout le monde en a? Comment est-ce que toi, comment est-ce que tu as compris que tu en avais? Comment est-ce que tu as réussi à t'en libérer? Comment est-ce qu'on dynamite justement ces traumas, ces peurs pour avancer, se sentir plus léger et avancer dans la vie, dans le monde? Ouais. Alors, gros sujet, donc je vais déjà commencer par comment les identifier. Donc, pour moi, oui, on en a tous. Et les gens pensent ne pas en avoir, ils en ont sûrement des gros, parce que c'est le mental qui fait une grosse résistance en mode ne va pas regarder qu'il y a un sujet à traiter. Donc, voilà. Ou alors, c'est juste. Bon, c'est pas forcément ça, ça peut être aussi juste, on se rend pas compte et voilà, il faut commencer à explorer le sujet pour les trouver. C'est pas forcément le mental va faire que de la résistance pour qu'on n'aille pas les explorer. Donc si on n'y va pas de nous-mêmes, euh, bon, la vie peut nous forcer à aller les explorer parce qu'on va se prendre plein de difficultés. À un moment, faudra bien aborder les choses autrement. Mais je me perds un petit peu. Mais pour moi, voilà, on a tous des traumas. Euh, Après, on en a plus ou moins, bien sûr. Là-dessus, il y a pas de. Je pense qu'on en a plus ou moins. Il y a des gens qui en ont plus que d'autres. Euh, donc moi, pour les identifier, ça fait pas très longtemps en vérité que je les travaille. Ça doit faire mon festen, je l'ai fait il y a quasiment 2 ans, enfin il y a 1 an et demi. Et avant ça, le seul moment où j'avais un peu traité des choses vraiment intérieures, c'était avec de l'hypnose. Je souffrais d'hypercontrôle, enfin c'était le mot qu'on m'avait diagnostiqué entre guillemets. Et j'avais traité ça notamment avec l'hypnose. Donc j'avais vraiment travaillé un peu sur un truc inconscient, voilà, un peu des blessures, même si c'est pas comme ça qu'on l'aborde en hypnose, mais c'est ce qui s'est passé. Et avant ça, moi, j'étais beaucoup plus, je pense, parce que pour avoir beaucoup regardé le développement personnel, je pense qu'il y a vraiment des archétypes, des profils dans le développement personnel. Moi, j'étais beaucoup plus le profil, tu vois, du mec qui va regarder plein de vidéos sur la productivité, sur le mindset en tant qu'entrepreneur, sur comment faire plus de sport, comment mieux manger, comment, euh, comment mieux dormir, un côté très sur l'extérieur en fait. Comment faire un ensemble de techniques qui va booster ta performance, mais sans forcément travail intérieur. Même si on peut aborder tous ces sujets avec un travail intérieur. Mais moi, c'était vraiment les techniques d'optimisation de l'extérieur. C'est l'extérieur, je change l'extérieur et ça change mes résultats. C'est vraiment ça, résumé. Je change l'extérieur, ça change mes résultats. Donc je change ma manière de prendre des notes sur mon carnet de to-do list pour la productivité, je change ma manière de faire du sport, donc ça reste un truc un peu extérieur. Euh,
Et c'est quoi, que y a, et ce qui m'a amené du coup à amener plus un travail intérieur, c'est que j'ai vu les limites en fait de cette façon de fonctionner. Que ouais, c'est bien beau de travailler l'extérieur et il faut aussi, hein, c'est pas que un travail intérieur. Pour moi, c'est un équilibre entre les deux. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ouais, je calais. Donc en gros, avant de faire mon festen, ouais, j'étais quand même assez mal. Donc moi, je sais plus exactement le déclic, mais euh, là, a posteriori, en tout cas, certaines difficultés que je pouvais identifier, j'avais déjà tout un. En fait, c'était vraiment des schémas répétitifs, quoi. C'est vraiment le truc, moi, qui m'a fait péter un câble. C'était, je travaille comme un dingue sur moi, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète les mêmes difficultés, et je sens que je bloque. Alors du coup, ça bloquait, bah, je me disais, je vais en faire plus, et ça rebloquait, et à force, tu pètes un câble parce que tu dis, putain, je me bouge, quoi. Je suis pas là à me plaindre de ma vie, à rien faire, tu vois. Et j'ai pas les résultats à la hauteur de ce que je fournis en fait. Mais c'est juste parce que je vise pas au bon endroit en fait. Et donc j'ai entendu l'épisode de Nicolas Aignan qui parlait du festen et du coup voilà, je suis amené à aller vers cette méthode et tout. Mais du coup moi en termes de schéma répétitif, ben, il y avait tout un énorme sujet autour de pas me sentir à ma place en fait dans ma relation de couple. Dès qu'il y avait des anniversaires de couple, enfin tu sais, quand c'est les 1 an, les 2 ans, machin, j'étais toujours mal, ça me rendait fou, tu vois. Première année, je suis en mode bon bah je suis mal, pas de chance. Deuxième année, bon bah toujours pas de chance. Troisième année, ma copine commence à en avoir ras-le-bol, que je suis jamais bien, que je pourris la journée à chaque fois alors qu'elle est importante. Ouais, désolé. Quatrième année, je suis en mode allez vas-y, je vais faire tout pour être bien, c'est important pour elle. J'arrive pas, quoi. C'est plus fort que moi, je suis mal, je pourris la journée, mais de ouf. Ah! Ou alors, dans mon couple, pareil, c'était tiens, on passe une bonne journée, je pouvais pas m'en empêcher, il fallait que je crée un conflit à la fin de la journée, quoi. C'était impossible pour moi de passer une journée entière sans que ça pète. Parce que voilà, difficulté à recevoir de l'amour. Ou dans mon activité entrepreneuriale, ça m'épuisait, ça c'était crevant. Je lançais un truc en mode, ok, je vais prendre ma place comme ça va me plaire. Et dès que je lançais un truc et que ça commençait à marcher, il fallait que je switch d'activité. Donc, au final, je restais quand même sur l'activité parce que bon, faut bien stabiliser son truc. Mais j'étais une espèce j'entreprenais 10 projets à l'année et c'est crevant d'entreprendre. Hein. Le début de l'entrepreneuriat, quand c'est que de l'incertitude et tout, ça me crevait. Et dans tout ça, voilà, plein d'autres schémas répétitifs comme ça, et avec un gros mal-être en fait en moi, un gros mal-être en moi. Donc ça, c'est plus pour le schéma répétitif. Donc c'est une manière d'identifier des peurs, des traumas, et un truc qui se répète, ben, parce qu'en fait, il y a une croyance limitante qui se répète. Et ouais, c'est ça. En gros, là, pour la suite des explications et pas que je me perde, euh, quand on parle de trauma ou de peur, on peut aussi parler de croyances limitantes. Pourquoi? Parce que, en gros, nos croyances limitantes vont générer certaines pensées qui vont générer des peurs ou des émotions négatives qui vont influencer nos comportements et puis influencer nos résultats. Donc, quand on parle en fait de travailler ses peurs, on parle, si on va à un niveau plus profond, de travailler ses croyances limitantes en fait. Tout part de là. Si on bouge ses croyances limitantes, on bouge aussi ses peurs. Donc voilà, quand je parle d'identifier ses croyances limitantes, c'est comme une autre manière de dire identifier ses peurs. Et du coup là, si je fais une petite synthèse de ce que j'ai dit, donc il y a les schémas répétitifs pour identifier les choses. Il y a le fait voilà d'être bloqué pour atteindre un objectif. Et en fait, parce qu'il y a plus un blocage interne que externe, il faut arrêter de travailler l'extérieur. Il y a tout ce qui est comportement exacerbé, donc je sais pas, un fort besoin de reconnaissance, ça peut cacher un grand manque d'amour, un fort excès de colère parce qu'on a envie de tout contrôler, que la personne chamboule notre emploi du temps, pareil, on peut avoir peur d'une incertitude. Euh, ouais, ça fait déjà pas mal et je pense un mal-être de manière générale, ça peut cacher aussi des traumas parce que pour moi, on est fait pour rayonner et en se libérant de ses peurs, de ses traumas, en fait, il y a juste un truc qui s'exprime et on a entre guillemets rien à faire pour être bien. Voilà, pas mal Ouais, d'infos. super intéressant. Déjà, juste une parenthèse, quand tu disais, tu parlais des croyances limitantes et des peurs, et justement, Nicolas Aignan, il disait qu'on vivait tous un petit peu dans notre aquarium et que nos peurs étaient le fléchage vers l'étape d'après, tu vois, vers le boss que tu devais aller combattre pour continuer à évoluer sur ton propre chemin. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on est fait pour rayonner, pour réveiller ce feu intérieur qui transperce nos cœurs et nos corps et qu'ils aillent toucher, influencer positivement les gens autour de soi. Et sur cette extéroception, tu vois, et le fait de trouver des hacks, etc., pour être une meilleure machine humaine, peut-être aussi que
c'est un fondement qui permet ensuite de s'élever. Enfin, en tout cas, je prends mon exemple personnel. Tu vois, moi, initialement, je cherchais à être une meilleure machine, entre guillemets, et en fixant parfaitement mes besoins physiologiques, ma nutrition, mon sommeil, mon sport, etc., et ben quelque part, j'ai permis à mon corps de parfaitement gérer la base de la pyramide de Maslow, même d'agrandir cette base-là, ce qui après m'a permis de monter sur des étages supérieurs et de m'intéresser à des questions liées à la conscience, à la spiritualité, à l'écoute de mes émotions, à la reconnexion avec mon petit enfant intérieur qui était oublié depuis des années et caché derrière cette armure de fer blanc. Enfin bref, et je pense que il a besoin d'abord de se sentir en sécurité dans sa vie par rapport au monde extérieur et par rapport à ses besoins physiologiques pour pouvoir s'intéresser à des voies peut-être plus élevées. Et donc, quoi qu'il en soit, tu as identifié donc, ces schémas répétitifs, tu as fait ton festen, et donc, est-ce que tu as le sentiment depuis que eh bien, tu as réussi à fixer ces problèmes, c'est-à-dire que tu n'es plus une girouette, tu arrives à te fixer sur un projet, on va pouvoir parler, pardon, on va pouvoir parler après de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu as ce sentiment-là? Est-ce que tu as le sentiment d'être plus présent et de mieux fonctionner avec ta copine, d'être peut-être moins exigeant, de rayonner autour de toi? Est-ce que tout ça s'est solutionné suite au festen et tu as vu le résultat quasiment du jour au lendemain? Alors, donc le festen, il y a 2 étapes. Il y a l'étape de la cérémonie où on va libérer beaucoup de choses en une fois. Pour faire simple, c'est une cérémonie, on parle devant des gens, on exprime ses peurs et là, on libère beaucoup de choses. Et après, il y a l'après-festen où on va continuer à travailler sur soi. Et en gros, pour simplifier extrêmement, c'est on a une boîte à outils de coaching pour continuer à libérer des choses avec une certaine méthodologie. Donc, moi, la cérémonie, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, en gros, j'avais une très très grosse blessure d'enfant pas désiré qui faisait que je me sentais. Donc, quand on a un enfant pas désiré, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va se dire, ok, en fait, j'ai pas ma place dans ce monde, j'ai pas le droit d'exister, je suis un imposteur. Donc, moi, je passais ma vie entière à ressentir ça dans le sens où je me sentais jamais vraiment à ma place, même quand je pouvais être genre bien chez moi, tu vois, dans l'environnement que j'avais réfléchi, machin. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais genre j'avais un pull col roulé, ça me gênait. J'avais ma table, je la trouvais jamais trop assez haute, tu vois. Ça paraît tout bête, hein, mais il y avait vraiment une énorme frustration de dire putain, je me sens pas bien quoi. Même là, dans mon bureau, là, j'ai tout optimisé, ça va jamais. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui, mon pull il me fait plus rien, mon bureau il me fait plus rien. Et pareil, le sondeur, c'était ultra amplifié. Bref, j'avais vraiment un côté où je me sentais jamais à ma place, donc soit des grosses situations du genre dans ma vie pro, voilà, je vais calibrer des choses importantes pour me sentir à ma place, mais même quand j'arrivais à tout optimiser, il y avait toujours un truc qui bloquait et qui vraiment me prenait intérieurement, c'était douloureux. Et même la nuit, ça me suivait. Là, j'ai compris ce matin ce truc-là. J'ai fait le rapport. Je me suis dit, ah, mais tiens, souvent, je rêvais que je me faisais pourchasser toutes les nuits, hein, quasiment toutes les nuits. Mes rêves, c'était, je me fais traquer par des gens et je me fais traquer par des gens et je vais peut-être crever. Donc, c'était pas du tout rigolo le réveil le matin. J'étais jamais bien. Tout le fait que j'ai bombardé les routines le matin pour essayer de calibrer ça, euh, où j'avais vraiment l'impression que je me faisais pourchasser. Et donc, c'était une manière pour moi de revivre le fait que j'ai pas ma place, tu vois. Même dans mes rêves, j'avais pas ma place. Même quand je dormais, j'étais pas tranquille, bordel. Donc c'était assez ouf. Et je prends cet exemple pourquoi? Parce qu'il y en a plein d'autres, hein, des évolutions, mais comme ça pose un peu de contexte, ça fait un peu en avant-après. Où du coup, juste après ma cérémonie, hein, mais juste le lendemain matin, je me suis réveillé. Et premier truc incroyable, j'entendais plus, bon ça j'en ai pas parlé, mais j'entendais plus le bruit de mon boulevard. Où là, j'habite sur un boulevard, donc il y a des voitures. Et quand on a loué cet appart avec ma compagne, moi j'étais en mode oh là là, mais il y a trop de bruit, c'est invivable. Elle est en mode ah mais de quoi? J'entends à peine le bruit dehors. L'agent immobilier qui dit bon moi j'entends rien, mais bon j'ai des problèmes d'audition. Je suis en mode merci l'agent immobilier, vous m'aidez trop avec vos problèmes d'audition, vous n'êtes pas du tout une référence. Suite au festen, paf, du jour au lendemain, je n'entendais plus la rue. Mais vraiment, c'est la même fenêtre, la même pièce, le même tout pareil, les mêmes voitures. Du jour au lendemain, je n'entends plus ça. Wow, je dis putain, je peux me sentir bien chez moi, incroyable. Euh, et au niveau pro, donc ça c'est anecdotique en fait, mais ça montre qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Et, euh, et sur le côté prendre ma place, ouais, je me suis vraiment plus à ma place. Professionnellement, j'ai pu stabiliser mon activité, chose que je faisais jamais. En 3 mois, j'ai fait mon chiffre d'affaires d'une année parce que j'avais plus de blocage. Enfin, il y a 20 000 trucs qui ont changé. Franchement, ça serait trop long. Il faudrait que je raconte beaucoup pour faire des avant-après, mais il y a 20 000 trucs qui ont bougé. Pareil, dans ma relation de couple, beaucoup plus d'amour possible, etc.
beaucoup plus à l'aise avec l'engagement qui me terrifiait à une époque, même si j'étais en relation longue. Tous les symboles d'engagement me faisaient peur. Euh, et après, il restait malgré tout des choses à travailler. Euh, et sur ces choses à travailler, en gros, bah là, je continue de les travailler. Enfin, en gros, pour moi, le FSN, en tout cas pour moi, ça fait un espèce d'effet Karcher, quoi. J'ai dégagé beaucoup de choses. Et après, il en reste encore, hein, parce que s'il fallait juste faire un festen pour atteindre le niveau de Bouddha ou de Jésus, ça serait un peu trop facile la vie. Mais ça m'a vraiment fait passer à un autre niveau. Et, euh, et ouais, ça m'a vraiment débloqué un truc. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avancer parce que je suis beaucoup moins dans des cercles vicieux qui te mettent à terre et qui t'empêchent d'avancer, quoi. Voilà. Ouais, de ce que je comprends, tu étais dans un état quand même de stress permanent, ce qui te rendait un Mm. peu hypersensible à tout, comme si le signal d'alarme, il était déjà tout proche du seuil lamillaire, et du coup, il le passait hyper rapidement. Donc ça devait être, effectivement, ça devait être fatigant et difficile à gérer au quotidien. Et ça m'étonne pas, parce que tu vois, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux besoins physiologiques vs les voies supérieures. Et en fait, ma pensée derrière ça, c'est de dire que pour tendre vers la performance, qu'elle soit intellectuelle ou physique, il faut d'abord que les besoins de survie du corps soient fixés. Et en l'occurrence, quand on t'écoute, les besoins de survie du corps, ils n'étaient pas fixés parce que tu étais dans un état de stress permanent. Et Mm. dans ce contexte-là, c'est difficile d'aller dans la performance mentale, même si tu as l'impression d'être créatif, de faire plein de choses, etc. Je pense que tes talents innés et tes qualités innées ne peuvent pas prendre leur pleine expression. Et ce qui explique peut-être que là, en 3 mois, tu as fait ton chiffre d'affaires d'un an, parce que justement, le corps se permet, ton cerveau lui donne l'énergie nécessaire à, à explorer la pleine expression de tes capacités naturelles. Et je voudrais juste faire une parenthèse, parce que tu vois, on parle de troubles, de névrose, entre guillemets. Tu vois, tu parlais d'hyperactivité, d'obsession, de troubles obsessifs, etc. Et je voudrais juste rajouter, bien sûr, c'est dur à vivre pour les gens, et ça rend pas moins nécessaire l'importance de travailler dessus, que ce soit par un festen, via un psychologue, via l'hypnose. Gwen, par exemple, a réglé de son côté des tas de traumas plutôt avec l'hypnose. Voilà, il y a encore une pléthore d'outils et à chacun de trouver le bon. Mais simplement, tu vois, on pourrait s'interroger sur pourquoi est-ce que dans une stratégie évolutionniste, euh, l'espèce humaine a conservé ses traits de caractère, entre guillemets, considérés comme déviants aujourd'hui par nos sociétés. Et parce que théoriquement, dans la théorie de l'évolution, tout ce qui n'est pas utile ou valorisable d'un point de vue de la survie est éliminé naturellement, parce que c'est des personnes qui vont avoir plus de mal à se reproduire et par conséquent qui feront moins de descendants, et donc qui vont mener à l'élimination de ces troubles. Et donc en réalité, tu vois, c'est peut-être notre société qui cherche aussi toujours, j'en reviens à cette idée d'autoroute, cette voie du milieu, qui est bien, qui fait pas peur, qui fait pas de vagues. Et donc, dès que tu sors un petit peu de cette voie du milieu, elle voit ça comme quelque chose de négatif, quelque chose à régler, à réparer. Alors qu'en réalité, c'est peut-être aussi cette diversité qui fait la richesse de l'humanité. Et voilà, je voulais juste apporter un petit élément philosophique sur le sujet pour dire, et d'ailleurs, tu vois, Nicolas Aignan, dont on a plusieurs fois parlé dans ce podcast, et avec qui je vais d'ailleurs réenregistrer bientôt, et je suis super excité parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Bah, il est hypersensible et il l'assume, et ça lui donne Mm. plein d'avantages. Et en fait, ça peut être vu comme un super pouvoir aussi, tu vois. Et moi ou toi, on est un peu hyperactif. Ben, c'est aussi une forme de super pouvoir, tu vois, cette énergie Mm. débordante, cette curiosité infinie, même si ça nécessite peut-être d'être géré et de travailler dessus. Il y a aussi plein de bons côtés. Donc voilà, j'avais quand même envie de faire cette petite incursion, cette petite parenthèse, parce que je trouve que c'est pas assez dit, et que c'est intéressant, important. Euh, on va parler d'intelligence émotionnelle, mais juste avant ça, parce que avant d'être coach en intelligence émotionnelle, tu as été coach en séduction. Mhm. J'aimerais juste que tu me racontes un petit peu comment est-ce qu'on passe de mec timide qui ose pas aborder une fille dans la rue à expert en séduction à la Hitch. Ouais, et ça te va, j'aimerais bien après revenir sur un petit point de comment on dynamite ses peurs, parce que j'ai pas mal de choses sur ma méthodologie aujourd'hui après le festen à partager qui sont super Bah, intéressantes. Donc, vas-y, si ça te va, continuons sur les juste peurs. Ouais, bien sûr. finir là-dessus. Donc en gros, et ça c'est plein de choses que les gens pourront appliquer, parce que là, ben, ils ont pas, comme tu l'as dit, il y a d'autres méthodes que le festen, c'est une méthode parmi tant d'autres. Du coup, en gros, aujourd'hui, comment je continue d'avancer sur ce schéma de libération des peurs, où moi j'ai toute une méthode
j'ai plus modélisé, on va dire, en reprenant plein de concepts de plein de gens différents et j'ai mis dans une espèce de petit schéma. Moi, j'aime bien tout modéliser, moi, donc j'aime bien avoir un petit tuto pour chaque truc. Je me suis créé mon propre petit tuto sur comment traiter ses peurs et de manière assez large. En gros, moi, j'aime bien parler de reprogrammation tête, cœur, corps, où la tête, c'est tout ce qui est reprogrammé, ses croyances, ses pensées, tout ce qui est le cœur, c'est reprogrammer tout ce qui est émotionnel, donc plus des enfants intérieurs bloqués, donc des parts de nous qui sont bloquées enfants. Et le corps, c'est plus à travers l'action. Et en gros, pour moi, peu importe la peur qu'on a, le trauma qu'on a, on doit passer par ces trois plans. Donc, on va travailler plus la croyance. Par exemple, si on a la croyance qu'on n'en fait pas assez pour être aimé, on peut passer à la croyance de j'en fais assez pour être aimé. Mais ça, c'est pas ouf parce que c'est de l'amour conditionnel encore. Donc on peut peut-être se dire je suis assez bien pour être aimé, point, tout court en fait, parce qu'il n'y a pas de condition en fait, je suis assez bien pour être aimé tout court. Donc c'est implémenter cette croyance. Ensuite aller travailler les enfants intérieurs bloqués. Là c'est un peu complexe, mais voilà, si les gens regardent sur internet, ils trouveront plein de ressources. Libérer plus au niveau des émotions, parce que si on est convaincu qu'on a de la valeur, mais qu'émotionnellement on n'a pas résolu les trucs, quand on va faire des choses en rapport avec le fait qu'on a de la valeur, il y a des émotions qui vont surgir et ça va bloquer. Donc c'est important aussi de le traiter. Et ensuite, tout ce qui est au niveau du cœur, du corps, je vais m'en sortir, de le manifester, parce que si on s'est bien reprogrammé et qu'on est bien dans sa tête, bien au niveau de ses émotions, mais qu'on fait rien dans la réalité, on reste toujours bloqué en fait, ça va rien changer. Et du coup, c'est important pour moi quand on va travailler ses peurs de toujours réfléchir à ces trois plans, parce qu'il y a des méthodes qui vont travailler que le corps, d'autres que le cœur, d'autres que la tête. Et donc, c'est important de trouver l'équilibre entre les trois. Et en trouvant le bon équilibre entre les trois, on déglingue vraiment une peur pour de bon. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter. Non, mais c'est très bien. En plus, qui recoupe complètement avec cet alignement. J'en parlais là il y a pas longtemps dans une newsletter, parce qu'on a toujours tendance à segmenter les trucs et puis à se dire que la conscience est dans le cerveau, alors qu'en réalité, maintenant, c'est de plus en plus accepté que nos émotions sont plutôt le fruit de notre deuxième cerveau, celui qu'on a dans nos intestins. Et on commence maintenant à parler du système nerveux intracardiaque, qui émet d'ailleurs un champ électromagnétique qui sort du corps. Et donc ça, c'est mesuré et mesurable par des outils, et qui impacte le champ électromagnétique des gens à côté de toi. Et tes émotions modifient ce champ. Donc potentiellement, si tu es heureux et positif, sans même parler ou modifier tes expressions faciales, tu vas impacter la personne qui est dans les 4 mètres autour de toi. Bref, tout ça pour dire que cet alignement cérébral, préfrontal, cortex, bref, et cœur et ventre, on va dire, est hyper importante. Et c'est intéressant de souligner de cette façon vis-à-vis du dynamitage des peurs. J'aime bien ce mot de dynamiter des peurs. C'est assez stylé. Tu vois, tu as l'impression d'être un petit peu en mission dans ta quête. Bref, et alors du coup, sur la séduction, comment est-ce que tu es devenu Hitch ? Ouais. Donc, comme je l'avais dit dans l'email, moi je préfère plus parler de coach mais j'entends que c'est plus vendeur coach en séduction, coach en confiance en soi, dans le sens où pour clarifier les choses, moi j'aidais vraiment les hommes timides à surmonter leur peur pour faire de belles rencontres. Donc vraiment ce passage, tiens, il y a une femme qui me plaît, j'ose pas y aller, juste cette action, hein, ça paraît juste un mini truc, mais il y a des gens, c'est le sujet de leur vie, et c'est ce qui bloque toute leur vie amoureuse, donc il y a un énorme sujet là-dessus. Les gens qui sont pas trop dans le domaine de la séduction s'en rendent pas forcément compte, mais voilà, moi j'ai fait 150 vidéos sur ce sujet, j'avais 40 000 abonnés sur ce foutu sujet ultra précis. Donc il y a un énorme sujet tu sais, ce sujet, à mon avis, il concerne 80% des adolescents. En fait, tous ceux qui jouent pas, qui sont pas attaquants de l'équipe de foot du lycée et qui sont pas le mec populaire, etc., pour qui tout est facile, sont un petit peu dans ce cas-là. Ouais. Et bon, après, il y a des gens, ils arrivent à se débrouiller parce que ils font assez de rencontres en soirée ou autre, et ils arrivent à esquiver leurs problèmes et ça les limite moins. Mais il y a des gens, ça bloque toute leur vie amoureuse. Et donc moi, j'étais une de ces personnes-là à une époque où, en gros, je pense que je mettrais, si t'es d'accord, une petite photo de moi à 17 ans sur l'article associé au podcast. Ça montrera bien aussi dans quel état j'étais avant. Enfin, franchement, regardez la photo, ça vaut toutes les explications du monde. Et du coup, j'étais un adolescent de 17 ans, très timide, très mal dans sa peau, vraiment terrifié à l'idée d'aborder une fille. Vraiment, c'était l'angoisse totale, quoi. Même en soirée, j'arrivais nulle part, quoi. J'étais bloqué de la vie totalement. Et du coup, à 17 ans, j'ai pris conscience que si je faisais rien, j'allais vraiment finir seul toute ma vie, quoi. Encore une fois, regardez la photo, vous allez comprendre que c'est vrai. Et donc, j'ai commencé un grand travail sur moi. Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé à baigner dans le développement personnel. Et mon objectif, c'était simplement de vivre l'amour, en fait. C'était pas ce que je disais au début, à 17 ans, mais finalement, c'était ça qui se passait.
pour moi, l'amour est une trop belle chose pour passer à côté à cause de ses peurs, en fait. Et du coup, tu vois, j'étais prêt en tant qu'homme timide, mal dans sa peau, à avoir une vie pro en étant reclus derrière mon PC à coder, ça m'allait. J'étais prêt à pas avoir de vie sociale, ça m'allait. J'étais prêt à pas du tout à rester dans ma chambre toute la journée et pas du tout explorer le monde, ça m'allait. Mais je sais pas pourquoi les femmes là, il y avait un sujet, c'était non, je refuse catégoriquement de ne pas vivre l'amour dans ma vie, c'est pas possible, ça je ne peux pas l'accepter. Et donc c'est vraiment ça qui m'a motivé à me dire ok, je vais me bouger et je vais changer. Du coup, j'ai commencé tout un travail sur moi. Je vais passer les détails, ce sera un peu long. Et vraiment un truc qui moi m'a beaucoup forgé, c'est les rencontres dans la rue, même si aujourd'hui elles sont beaucoup critiquées. Donc là, on va parler de drague et pas de harcèlement. Hein. D'ailleurs, les gens qui parlent de harcèlement, qui parlent de drague, ça n'a aucun rapport parce que harceler, c'est le pire moyen de faire fuir une fille et draguer, c'est attirer une fille. C'est comme quand on parle de vendeur relou. Pour moi, un vendeur relou, c'est juste un incompétent ou un mec maladroit, mais c'est pas un vendeur. Un vendeur, ça te donne envie d'acheter. Si le mec te donne pas envie d'acheter, c'est pas un vendeur. Point barre. Faut arrêter avec ce genre de truc là. Non, les mots, ils ont un sens, quoi. Donc voilà, pour moi, drague, c'est pas harcèlement, c'est antinomique totalement de l'harcèlement. Et donc moi, je cherchais à faire de belles rencontres. Et la rue, pour moi, c'était vraiment le terrain de jeu idéal parce qu'en étant un homme timide et aussi asocial, je crois que je l'ai pas trop dit, mais j'avais vraiment énormément de difficultés avec les codes sociaux, avec le fait de se faire des amis, etc. Je pigeais rien du tout aussi aux codes sociaux, j'étais totalement paumé là-dessus. Je me suis dit que la rue c'était l'environnement idéal. Pourquoi? Parce que d'une part, faut énormément de courage pour y aller. Enfin, il y a très peu d'hommes qui sont capables d'aborder une femme dans la rue dans une optique de faire une rencontre. La majorité des hommes sont terrifiés, et c'est pour moi l'action la plus terrifiante dans le domaine de la séduction qu'on peut faire, parce que c'est plus facile que d'aborder dans un bar, dans une boîte de nuit, sur un site de rencontre, etc. Et pareil, en termes de compétences sociales, bonjour le bordel, quoi. Tu abordes la femme, le contexte n'est pas du tout propice dans la rue. Donc il faut avoir un putain de niveau un putain de niveau pour créer une connexion avec une femme dans la rue, parce que l'objectif c'est de lui donner envie de nous revoir. Donc faut y aller aussi en termes de compétences sociales et d'intelligence émotionnelle, tout ça, pour prendre en compte l'état émotionnel de la femme en face, qui peut être assez surprise de la démarche, et ça peut générer en elle certaines émotions, parce qu'il y a des ancrages négatifs par rapport à des expériences passées qui n'étaient pas agréables avec notamment des gens qui harcèlent. Donc bref, c'est un joli petit bordel. Je me suis dit, ok, si je maîtrise ce truc-là, je maîtrise tout le reste. C'est le Graal pour moi. Et donc, je me suis mis en quête de maîtriser ça. J'ai vu des caméras cachées sur YouTube qui me prouvaient que c'était possible, même si 100% de mon entourage me disait, c'est impossible, Florent, on rencontre personne dans la rue, c'est de l'harcèlement. Donc, fallait ignorer totalement mon entourage et me concentrer sur ce mec sur YouTube qui fait des vidéos et pour qui ça marche. Et du coup, j'y suis allé. Au début, je me suis pris un peu plus de 50 râteaux dans la tête. Donc, j'ai bien expérimenté ce que c'est le rejet. Tu vois, le mec pas bien dans sa peau, timide, qui fait l'effort d'y aller, qui se prend un bon gros râteau. Waouh, c'est violent. Donc là, ça m'a bien développé ma capacité à surmonter le rejet et le regard des autres. Et voilà, progressivement, j'ai commencé à avoir un peu plus de succès. Ce que j'appelle succès pour moi, c'était déjà réussir à discuter avec une femme dans la rue. C'était déjà un grand succès pour moi. Ou tiens, qu'elle a un peu d'intérêt, c'était un énorme succès pour moi. Et voilà, je me suis développé comme ça, et à la fin, j'étais beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise. Ça m'a vraiment permis d'évoluer grandement personnellement. Et du coup, en voyant tout ce que ça m'a apporté dans la vie, surtout personnellement, moi, c'était vraiment en mode dev perso. Hein. Pour moi, la rue, l'amour, c'est cool, mais tu vois, tu peux faire des rencontres ailleurs. Une fois que t'es débloqué, l'objectif, c'était de me débloquer pour pouvoir avoir un meilleur contrôle de ma vie amoureuse, quoi. Pour vivre, en fait, tout simplement, parce qu'on était vraiment dans ça. Je ne vivais pas, j'étais grande solitude, grand manque affectif. Enfin, c'était la merde totale. Et du coup, en vivant tout ça, je me suis dit, ok, ça serait cool. Il y a d'autres hommes timides qui souffrent comme moi, donc ça serait cool tout simplement de les aider à évoluer aussi de leur côté. Et donc, j'ai monté une chaîne YouTube autour de ça, et il y a des gens qui sont venus à moi, et progressivement, c'est devenu mon métier. Et je me suis découvert aussi que j'adorais coacher les gens et que je pouvais en faire mon métier. Voilà. Tu sais, ça me parle pas mal ton histoire parce que j'ai vécu à un moment un peu la même dans le sens où j'en ai déjà parlé une ou deux fois. Quand je suis arrivé en sixième, je me suis senti rejeté par tout le monde. Enfin, pas seulement senti, j'ai été rejeté par tout le monde et complètement marginalisé. J'allais pas manger le midi parce que je voulais pas qu'on me voit manger tout seul. Enfin, ça a été des années horribles. Sixième, cinquième, horrible. Après, quatrième, troisième, j'ai réussi un petit peu mieux à m'adapter, mais j'étais quand même très loin d'être le mec populaire du lycée. Et de cette souffrance, de cette douleur,
m'est venu, comme toi, l'intérêt pour les dynamiques sociales, le développement personnel et la séduction. Parce que j'avais remarqué que les mecs populaires, c'était les mecs qui arrivaient à se sortir avec des belles filles, et que si j'arrivais à passer ce gap, eh ben, je pourrais faire partie de l'un d'eux et puis me permettre d'être la personne que je voulais être. Et de la séduction, en fait, tu t'intéresses à tout, parce que la séduction, c'est, on va dire, la résultante, la conséquence. Mmh. Et ce qui permet d'arriver à ça, c'est de développer en fait plein de soft skills comme la confiance en soi, dont tu l'as parlé, mais aussi la compréhension des dynamiques sociales, enfin un tas de choses. Et donc ça a été le début d'un chemin absolument passionnant qui a changé ma vie. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment la souffrance, la difficulté, même si on ne le perçoit pas forcément en tant que tel sur le moment, nous pousse aussi à évoluer, à progresser. Tu vois, j'aime bien dire que l'innovation vient de la contrainte, et que le chaos quelque part est quelque chose de positif, parce qu'il mène à un changement d'état et donc à l'évolution, à la progression. Et bien évidemment, on le voit pas comme ça sur le moment, mais après, quand tu regardes en arrière le grand puzzle de ta vie, tu t'aperçois que chaque pièce du puzzle trouve parfaitement sa place avec les autres. Et si tu es content de la personne que tu es devenue, eh bien, il faut avoir de la gratitude justement pour toutes ces difficultés et ces moments passés. Euh, Quand tu as dit que dans ce parcours-là, il y a eu un moment un petit peu marquant où tu es parti dans la rue et puis tu t'es bouffé 5 ans de râteau, ce qui petit à petit a développé ta résilience, ton antifragilité, ta confiance en toi, parce que tu t'es aperçu que c'était pas si grave et que t'en mourrais pas. Un peu de la même façon que de sauter de la première fois d'un plongeoir te fait peur, et puis après avoir sauté 10 fois, ça te semble normal. Comment est-ce que tu fais ce switch la première fois, alors que tu es terrorisé et que tu as peur d'aller aborder une fille, même si tu sais que ok, tu vas pour te prendre un râteau? Comment est-ce que tu arrives à faire ce switch et te dire ok, j'y vais quand même? Ben, moi, c'est la souffrance. Franchement, personnellement, beaucoup de choses qui m'ont motivé à agir, c'est juste la souffrance. Quand tu souffres tellement d'être seul, quand la souffrance d'être seul, être en manque affectif, et cetera est supérieure à la souffrance de te prendre un râteau, bah, tu y vas, tout simplement. C'est vraiment ça, moi, mon parcours, hein. C'est OK, ça va être très douloureux, là, d'aborder des femmes, mais je vais moins souffrir que si je fais rien. Donc, quitte à souffrir, autant souffrir un peu moins. Donc ça, c'est plus ce qui m'a amené à faire la démarche. Donc, c'est passé par plusieurs fois où j'ai voulu y aller et j'y suis pas allé, hein. Et à force de me prendre des regrets, tout ça, à un moment, j'ai dit, OK, j'y vais, je saute le pas. Puis après, j'y vais, je saute le pas. Après, je retourne dans une phase où je fais plus rien pendant un mois, puis je ressouffre, puis je vais, et ainsi de suite. Et progressivement, tu montes un peu en niveau, entre guillemets, donc ça devient de plus en plus facile. Euh, et pour le switch mentalement, en fait, c'est pareil, c'est une question un peu de survie, en fait. C'est trop douloureux quand t'étais dans l'état dans lequel j'étais. Vraiment, je pouvais pas me dire, je vais faire 3 rencontres et tu vois, ça va marcher. J'ai coaché des hommes, c'était ça, ils étaient super social avec leurs potes, mais juste avec les filles, ils perdaient tous leurs moyens. Ces hommes-là, tu leur fais aborder 10 filles, en 10 filles, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est mon discours de coach, hein, je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça en podcast. Voilà, tu les fais aborder 10 femmes et puis ils se débloquent. Et après, ils se rendent compte qu'en fait, bah, ils ont des compétences et puis ils discutent normalement. Et puis voilà, quand tu tombes sur une femme et que le courant passe bien, ça se fait et c'est rien d'incroyable. Et waouh, pas besoin de regarder 50 000 vidéos de séduction pour faire ça, en fait, pour débloquer sa vie amoureuse. Juste aborde 10 femmes, surmonte tes peurs et c'est réglé. Il y a des hommes, c'est vraiment ça. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était vraiment, je partais de très loin. Donc, je me suis dit, OK, je vais devoir en aborder beaucoup. Et en voyant aussi les résultats que j'avais, je me dis, putain, je suis encore plus loin que ce que je pensais. Et donc, à un moment, soit tu te dis, bon, bah, je me voyais pas souffrir à chaque rencontre. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un moyen de ne pas souffrir quand je fais une rencontre. Et donc, j'ai développé cet état d'esprit de détachement un peu en mode bouddhiste, hein, vraiment. Mais encore une fois, parce que j'avais pas le choix, c'était une question de survie. Je vais faire une rencontre et je projette pas du tout de draguer la femme ou quoi que ce soit. Je projette juste le fait de la rencontrer. Et quoi qu'il se passe, j'accueille ce qui se présente et je suis content de moi juste parce que je suis passé à l'action. Donc, dès que j'agissais, en fait, j'avais des réussites. Le côté râteau, là, c'est moi qui l'exprime et tout pour que les gens en pigent, mais enfin, je pense au début, je l'ai vraiment vécu comme des râteaux, mais au bout d'un moment, je ne vivais plus ça comme des râteaux. Je suis en mode juste, j'ai fait une rencontre, et il s'est passé ce qui s'est passé, et c'est totalement ok. Et ça m'a permis bah, tu vois, après, dans l'activité entrepreneuriale, quand j'ai prospecté des gens, etc., quand je contacte des gens, il y a plein de gens, ils vivent mal, tu sais, le fait, ah, j'ai contacté quelqu'un, il m'a pas répondu. Moi, je suis en mode, bah, et alors, c'est quoi le problème? Tu vois, moi, je contacte des gens, ils me répondent pas, c'est 100% ok. J'ai fait l'action, je suis vraiment connecté au moment présent, en fait. Sinon, tu souffres, quoi. C'est comme, mais c'est pareil, tu vois, tu fais une rencontre amoureuse, tu te dis, tiens, cette personne, ça va devenir l'homme ou la femme de ma vie. C'est lié, c'est tous ces projections du mental, ça amène surtout de la souffrance. Et donc, moi, j'étais obligé de sortir c'est des beaux discours de bouddhistes et tout, mais qui sont très durs à appliquer. Et là, j'ai réussi à l'appliquer parce que j'avais pas le choix. C'était soit ça,
soit je ne pouvais plus faire des rencontres et j'étais foutu dans ma vie amoureuse. Voilà. Et comment est-ce que tu as fait le switch de l'intelligence amoureuse à l'intelligence émotionnelle? Et qu'est-ce que c'est Ouais, l'intelligence émotionnelle? ouais. Alors, donc, donc, au début, donc, j'ai l'activité de coaching pour les hommes timides. Après, ça m'a un peu saoulé. Puis voilà, c'était qu'un pan de ma vie. Je voulais pas faire ma carrière là-dedans. Donc, je suis plus allé sur une activité où j'étais plus, on va dire, dans le marketing, où j'aidais les coachs à vivre de leur activité parce que j'avais développé des compétences en vente. D'où aussi mon petit tacle sur les gens qui aiment pas les vendeurs relous. Parce que c'est souvent un discours que j'entends, hein, c'est j'aime pas vendre. Non, t'aimes juste la vente qui est mal faite, très mal faite. Mais si tu apprenais vraiment à vendre, tu adorais ça en fait. Voilà, petite parenthèse. Et du coup, bah là, l'intelligence émotionnelle, ça rejoint un peu, c'est depuis voilà mon Festen que c'est éclos, que c'est venu. Euh, et ce qui m'a amené vers ça, déjà, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi intérieurement, parce que globalement, mes activités de coaching ou ce que j'apporte aux autres dans mon quotidien, c'est avant tout basé sur mon parcours. Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur l'intérieur. Je me suis rendu compte que c'était génial de travailler ce qui joue en nous. Et je trouve que les émotions, c'est une magnifique porte d'entrée vers notre intériorité. Et donc, ça m'a amené, je me suis dit, ça me saoule un petit peu là d'accompagner des gens sur leur vie extérieure. Le marketing, c'est globalement la vie extérieure. Même si je fais des super trucs, c'est la vie extérieure. J'ai envie d'aider les gens sur accompagner leur être, avec un E majuscule, si je puis dire. Et l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est un excellent moyen d'accompagner l'être d'une personne, quoi. Voilà. Et c'est quoi techniquement l'intelligence Ouais, émotionnelle? Parce ouais, ouais. que je pense que, tu vois, donc pour la parenthèse, j'ai eu la chance de te servir de cobaye. Enfin, je sais pas si j'étais vraiment un cobaye, mais C'était très bien, c'était très bien. mais voilà. Et donc j'ai découvert grâce à ça l'intelligence émotionnelle. On pourra parler un petit peu après de mon expérience. On pourrait même faire une petite ouverture de la façon dont tu peux lire une émotion et puis de ce que tu peux en tirer. Comme ça permettra de visualiser un petit peu mieux le truc. Mais si tu peux déjà faire une petite mise en contexte de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse. Ouais, ah ouais. Et juste, est-ce que là, je parle un peu trop fort ou pas? Parce que je sais que parfois, quand je suis en bonne énergie, Non, je c'est bon. gueule un Et peu, c'est pas t'inquiète trop pas. Et puis agréable. de toute façon, après, l'intelligence artificielle va Ok, égaliser les niveaux de telle sorte à ce que ok, ce soit ok. nickel. Ça marche, super. Du coup, l'intelligence émotionnelle, donc pour le définir simplement, ça, j'ai passé du temps à chercher à le définir simplement, ce concept. Donc, en gros, dans notre quotidien, notre corps nous envoie pas mal d'émotions en permanence. Et chacune de ces émotions, en fait, c'est des informations que notre corps nous envoie. Et donc, faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est être à l'écoute de ces émotions-là qu'on reçoit pour guider sa pensée, donc ses réflexions et aussi son comportement. Et ça permet voilà d'avoir pas mal de bénéfices. Ça permet voilà de mieux prendre des décisions, de mieux communiquer, de mieux gérer son stress, si on a des équipes, de mieux les engager. En fait, dans n'importe quelle situation, on reçoit des émotions et donc s'ouvrir à ces émotions, ça permet d'augmenter son bien-être et sa performance, mais vraiment en toutes circonstances, quoi. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser du matin au soir, tout le temps, et qui est génial à utiliser. Tout comme on utilise, tu sais, on utilise bien pour toute action ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Alors pourquoi on oublie ce qu'on ressent en fait, tu vois? C'est un peu comme si on avait des œillères mais sur le cœur. Et faire preuve d'intelligence émotionnelle, ouais, il y a une intelligence là, il y a les émotions, ils m'envoient des trucs super pertinents. Ah tiens, ça serait pas mal de les écouter. Donc faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est s'ouvrir à ouais, des informations là, que notre corps nous envoie en permanence et qu'on a refoulé pendant des années parce que la société nous a pas trop appris à faire avec. Donc ça, est-ce que ça te va comme première définition? Peut-être Très bien. tu poses d'autres questions. Ouais, alors du coup, donc si je prends mon cas, tu vois, mon premier problème déjà, c'était justement de pas suffisamment les écouter. J'avais déjà raconté que des expériences comme l'ayahuasca, par exemple, m'avaient permis de me reconnecter un petit peu à mon enfant intérieur. Petit à petit, j'ai fendu un petit peu cette armure que je m'étais construit avec le temps. Mais pour autant, dans mon quotidien, j'ai tendance à être un petit peu au rouleau de compresseur et puis à foncer et puis à être très résultat drivé. Donc, je fais les choses parce que je dois les faire et donc peut-être de pas assez écouter ses émotions. Donc, le premier outil que tu m'as donné et premier exercice que tu m'as donné, c'était de me donner une liste de toutes les émotions qui existent. Alors déjà, j'ai été surpris de la taille de la liste parce que pour moi, mon vocabulaire d'émotions se limitait peut-être à une dizaine de mots et au final, il y en avait peut-être une cinquantaine ou une soixantaine. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait mettre le lien de cette, enfin le document de ces différentes émotions dans l'article lié parce que c'est vraiment un exercice qui est intéressant. Et donc, en connaissant la liste, tous les soirs, je me posais et je me disais, tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti parmi ces émotions au cours de ma journée? Donc, ça permet de rétablir en réalité une communication
entre le cœur et l'esprit, tu vois, qui est l'esprit qui est très analytique, le cœur qui ressent, rétablir cette connexion, et à partir de là, de savoir où et ce sur quoi il est possible de travailler. Dans mon cas, potentiellement, il y aurait pu y avoir plusieurs choses à travailler, mais je pense que le point principal, c'était cette difficulté à trouver de l'équilibre dans les différentes facettes de ma vie, et notamment cette exigence trop importante que j'avais envers moi-même, envers les autres, qui me poussait à être peut-être frustré ou en colère. Tu vois, si je travaillais pas assez sur ma boîte, je culpabilisais parce que j'avais l'impression de pas assez travailler sur ma boîte, mais en même temps, si je passais pas assez de temps avec ma famille, je culpabilisais de pas passer assez de temps avec eux. Et puis avoir cette exigence très très forte envers moi-même qui faisait que je ne m'autorisais aucune excuse, et donc il fallait que tout soit extrêmement précis dans mon modèle de croyance, et même sans que je le dise forcément, mais les gens que j'aime ou autour de moi pouvaient subir d'une certaine façon cette exigence, parce que du coup, j'avais tendance peut-être à juger négativement ce que je pouvais voir comme des faiblesses par rapport à mon cadre de référence. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu comment est-ce que tu m'as aidé sur ces sujets? Comment est-ce que tu m'as aidé à modéliser ce qui venait justement de mon inconscient, de mon cœur, de mes traumas, et comment est-ce que ça peut s'utiliser Bon, bien sûr, je sais que en 5 minutes, c'est difficile. Grosse question quand même. Hein. Mais bon, ça permet juste de voir un petit peu comment tu modélises. Je me souviens, tu avais fait un dessin, etc. Ouais. Comment tu fais un mapping un peu du truc, et ce qui peut sous-tendre le truc. T'as pas besoin de creuser chaque point. L'idée, c'est pas de me faire un coaching en live là, mais c'est plus de montrer ce que ça peut poser comme question et comment ça peut être utilisé en tant qu'outil. Ouais, alors du coup, pour revenir sur quelques autres points, donc pour les puristes, il y a des puristes qui vont distinguer émotion de sentiment. Donc si on vous partage la liste, ça serait une liste plus de sentiments. La différence d'une émotion et un sentiment, c'est que une émotion, enfin c'est difficile à expliquer, mais le sentiment, c'est une émotion conscientisée par le mental. Et donc moi, je fais pas la distinction entre les deux parce que ça complexifie, je trouve, les choses avec les outils que j'utilise pour rien. Mais voilà, c'est plus une liste de sentiments en vérité, mais voilà, pour pas avoir les puristes à dos avec ce podcast. Sinon, par rapport à ce que tu m'as dit, donc, toi, ouais, il y avait plusieurs sujets. Il y avait quand même comme tu as dit au début, le sujet de plus accueillir les émotions, parce que pour faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est la première étape, c'est de les accueillir. Si on les ressent pas, on peut rien en faire. C'est un peu comme si on cherchait à avoir des conseils qu'on reçoit par la poste, mais que notre boîte aux lettres est fermée. Il faut quand même peut-être ouvrir la boîte aux lettres pour recevoir les conseils. Donc ça, c'est déjà tout un gros travail de plus les accueillir. Et notre mental, justement, peut faire obstacle parce que notre mental veut peut-être pas qu'on accueille certaines émotions parce que ça va un peu contrecarrer ses plans. Il veut pas qu'on reçoive certains messages, donc il va dire non, je ne veux pas ressentir, je sais pas, de la tristesse parce que si je devais prendre le temps d'être triste et faire quelque chose, j'ai pas envie de faire le deuil de ces trucs-là mentalement, donc je la refoule. Tout un gros sujet autour de ça. Et toi, pour tout ce qui est modélisation, ça a amené quoi dans l'intelligence émotionnelle? C'était vraiment pour mieux comprendre les émotions que tu ressentais. Donc, j'ai plus cherché à identifier les croyances justement qui généraient ces émotions. Et ça permettait de modéliser ton comportement. Ça sort pas de l'intelligence émotionnelle, mais c'est plus un outil de coaching que j'ai rajouté en plus d'une démarche générale sur l'intelligence émotionnelle. Mais franchement, ta question elle est difficile. Ça va être très difficile. Ouais, franchement, je bug un peu sur ta question. Ok. Bon, et donc concrètement, toi, est-ce que tu as des cas clients, tu vois, genre voilà, bon, un entrepreneur par exemple, parce que ça me parle bien, et puis que c'est quand même un petit peu ton cœur de cible, comment est-ce que au quotidien l'intelligence émotionnelle l'aide à être un meilleur manager, à la fois pour lui et puis en même temps pour ses collaborateurs? Ouais, voilà, du coup, je prends des exemples plus concrets, du coup, les gens vont un peu mieux comprendre vraiment ce que c'est concrètement l'intelligence émotionnelle. Donc, je peux déjà prendre un cas tout simple que j'ai vécu très récemment, où en gros, très récemment, je ne vais pas rentrer en détail, mais une news professionnellement qui a un peu chamboulé mon activité. Et du coup, je n'étais pas bien, je me suis dit, ok, fais preuve d'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai connecté à ça, donc j'ai accueilli mon émotion. J'ai accueilli mon mal-être d'une certaine façon, parce que souvent on veut être bien, et à force de vouloir toujours être bien,
On Mmh. refoule beaucoup de choses. C'est comme penser positif. Non, pensez pas positif tout le temps. Enfin, c'est bien pour certaines personnes, mais il y a des gens, ils vont tout refouler en fait avec ce genre de conseils. Donc, faire attention à ça. Donc, c'est ok. J'ai le droit d'être mal. Je ressens mes émotions. Qu'est-ce qui vient? Pouf, grosse dose d'appréhension. Donc, ok, j'accueille mon émotion. Je la nomme. Donc, première étape, je l'accueille. Deuxième étape, je la nomme. Je ressens de l'appréhension. Troisième étape, je la décode. L'appréhension, c'est est-ce que je vais être prêt à affronter la situation? Je dis, ah, ok, il y a une part de moi qui a peur de est-ce qu'elle va être à la hauteur ou pas. Et là, à partir de là, je liste sur une feuille toutes les situations que j'appréhende. Et assez rapidement, je trouve des solutions pour à peu près les gérer. Et fouf, mon émotion se calme. Parce qu'en fait, je me prépare à affronter un possible danger et je suis alerte maintenant et j'ai un petit. Et je suis rassuré comme quoi je vais être à la hauteur. Donc, si je me sens à la hauteur, l'appréhension part. Donc ça paraît tout bête, mais tu as plein d'entrepreneurs, ils vont se ressentir du stress, parce que le stress, c'est souvent des émotions refoulées. Ils vont se prendre une grosse dose de stress, ils vont paniquer, puis ils vont partir un peu en vrille. Alors quand tu fais preuve d'intelligence émotionnelle, tu prends justement des meilleures décisions, parce que tu comprends ce que ton corps t'envoie et t'es pas là en lutte, en mode je dois plus être stressé ou je sais pas quoi. Ça, c'est un premier cas. Ça peut être... qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple? Il y a tout ce qui est par exemple, je sais pas, effet cocotte minute. Où là j'ai une cliente qui était en mode bon moi mon problème c'est que au boulot ça va, j'arrive à gérer mes émotions, mais quand je rentre du boulot ça pète. Mon mari il s'en prend plein la gueule de ouf. Il se prend tout dans la gueule en fait. Et là je me dis ok, mais en fait t'es en mode effet cocotte minute, donc elle refoule toutes ses émotions au travail, elle se suradapte. Et après c'est son mari qui va se prendre tout son ras-le-bol, toute sa colère, etc. Donc ça pareil, c'est assez ça peut créer des gros dégâts. Et donc là, l'intelligence émotionnelle, ça permet quoi? Ça permet de dire, OK, quelles sont les émotions que tu refoules dans ton job? Comment tu peux les accueillir pour calibrer des choses qui te vont pas dans ton job, mais que tu veux pas voir? Et ensuite, laisser ton mari tranquille le soir. Tout simplement. Ouais, ça, il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans ce 90-10, tu vois. C'est-à-dire qu'ils s'obligent à être tout le temps positifs, tout va bien, etc., tout le temps. Mais par Ouais. contre, du coup, quand ils pètent un plomb, ils se contrôlent plus du tout, quoi. Ils perdent complètement la maîtrise d'eux-mêmes. Ouais. Et ça peut être, tu vois, parfois là, sur de l'intelligence émotionnelle, on va dire plus fine, ou, je sais pas, un entrepreneur qui me dirait, mais ça peut être aussi un particulier qui juste s'inquiète très fortement pour l'avenir et qui commence à faire plein d'adaptations, à prendre plein d'énergie pour planifier des trucs dans l'avenir et anticiper des trucs. Si tout ça, c'est une projection d'une peur irrationnelle, t'es juste en train de perdre ton temps et de te pourrir la vie pour que dalle. Et ça arrive très vite. Donc faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est aussi tout bêtement parfois être capable d'identifier ses peurs irrationnelles et donc d'arrêter en fait de diriger sa vie pour anticiper des problèmes qui n'arriveront jamais. Et je te jure, ça vire 95% des problèmes de la majorité des gens. Hein. Je sais pas que les gens n'ont pas de problème, mais juste majorité des problèmes, c'est des peurs irrationnelles. Enfin, le fait que ça devienne problématique, c'est souvent lié à des peurs irrationnelles. C'est un peu un gros truc que je balance comme ça sans trop d'explication, mais voilà, quand on va à son corps et qu'on comprend ce qui se joue en nous, en fait, on comprend que le problème, il y a beaucoup de choses qui se jouent en nous et c'est pas à l'extérieur qu'il faut changer. Voilà. Mais ça, c'est clair que c'est irrationnel. D'ailleurs, le cerveau adore faire des Mmh. anticipations de l'avenir et à chaque fois, il prévoit les scénarios les moins favorables pour s'y préparer. Et donc, du coup, il surpondère les scénarios catastrophes et les conséquences de nos actes. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée aussi une forme d'immobilisme. Tu vois, il y a plein de gens qui sont dans des boulots qui les emmerdent, qui leur apportent Mmh. rien, etc., mais qui ont peur de les quitter parce qu'ils sont accros à cette sécurité que leur apporte le CDI, tu vois. Alors qu'en Mmh. réalité, si objectivement ils évaluaient le risque de quitter leur emploi pour suivre leur passion, il n'est pas si élevé que ça. Oui, au pire, tu finis au chômage, au pire, tu retournes dans ton ancien job. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est ça. Au pire, tu reviens au point Ouais. de départ. Ça va, c'est pas si terrible. Ouais, et un dernier exemple que j'ai pas pris pour l'intelligence émotionnelle, c'est aussi tout ce qui est empathie. Moi, j'ai moins travaillé ce point-là parce qu'il y a déjà beaucoup à faire avec ses émotions. Mais aussi, si tu prends l'exemple d'un manager ou d'un dirigeant qui doit gérer des équipes, quand tu fais preuve d'intelligence émotionnelle, tu fais aussi preuve d'empathie. Donc, tu vas mieux ressentir les émotions des autres, mieux les comprendre. Et en fait, d'une certaine manière, tu as accès à l'intimité des gens. Et ça, c'est ouf. C'est pas comme si tu faisais de la lecture de pensée, mais moi, parfois, il y a des gens, je peux quasiment lire dans leurs pensées. Hein. Vraiment, tu me donnes quelques détails sur ta vie, machin, je peux vite comprendre ce qui se joue en toi et je comprends exactement ce qui se vit quand tu as telle émotion. Et du coup, je peux ultra facilement adapter mon comportement à quelqu'un une fois que j'ai compris comment son fonctionnement et les émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Donc ça, c'est une forme de super pouvoir, l'empathie,
qui est plus présente chez les femmes naturellement que chez les hommes. Donc pour les hommes qui m'écoutent, les hommes dirigeants notamment, faites plus preuve d'empathie. Ça peut vous apporter beaucoup. Et ça, dans ton coaching, du coup, tu donnes tout un tas d'outils, une sorte de matrice, etc., qui permet après d'être autonome, donc de mieux comprendre les émotions des autres, de mieux comprendre ses propres émotions et les schémas qui les sous-tendent. Ouais, donc globalement, moi, j'essaie d'apporter, on va dire, une base que la personne après pourra développer en autonomie, où cette base, c'est plus donc pratiquer les 4 étapes de l'intelligence émotionnelle, qui sont donc ressentir plus, accueillir ses émotions, être capable de plus les nommer, de plus les décoder et de plus en faire quelque chose. Voilà. Et donc, une fois que tu es dans cette démarche, tu comprends globalement comment ça fonctionne l'intelligence émotionnelle. Et après, c'est comme toute intelligence, ça se pratique, quoi. À force de faire des maths, tu deviens bon en maths. À force d'écouter tes émotions, tu commences à comprendre ce qui se joue. Et après, ça devient un peu automatique. Tu n'as plus besoin d'avoir un. Tu es là au quotidien, tu ressens un truc, tu le ressens directement, tu sais ce que ça veut dire, tu t'adaptes et tu as un nouveau super pouvoir à tes côtés au quotidien. Trop cool. Et comment est-ce qu'on fait justement pour te contacter, pour prendre un coaching, pour développer ce nouveau super pouvoir? Ouais, du coup là-dessus, donc vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle lapuissancedesémotions.fr, tout simplement, et il y a la petite page de présentation là-dessus. Et donc moi, j'aide avant tout des entrepreneurs et des dirigeants sur ce sujet, Je et mettrai des le lien du coup managers si, ouais. dans l'article lié où on retrouvera aussi ta photo et puis la liste des émotions slash sentiments Ouais. pour ceux qui auraient déjà envie de se reconnecter un petit peu à tout ça. T'aurais une citation que t'aimes bien pour terminer cet échange? En termes de citations, j'en ai plusieurs, mais Bah, tu peux en si donner on plusieurs si tu veux. alors du coup, quand Inspire-nous. j'étais timide, j'aimais bien «J'ai peur donc j'agis», qui vient de moi, qui vient de «Je pense donc je suis». Ça Ok. résumait toute la démarche pour gagner confiance en soi. Quand j'étais dans l'hyper-contrôle, il y a celle de Marc Aurèle, tu sais, que la force me soit enfin, un truc sur accepter ce qui peut pas être changé, Oh. changer ce qui peut l'être et distinguer l'un de l'autre. Ça, quand j'étais dans l'hyper-contrôle, ça me parlait à fond. Ouais, j'adore Et cette ah, citation de Marc Aurèle aussi. Je la ouais, cite souvent. elle est assez populaire. Et puis sinon, on va dire Nietzsche, deviens qui tu es. Et si je l'adapte à ce qui me parle, deviens qui tu es vraiment. Parce que j'aime bien cette idée de devenir qui tu es déjà. Parce que pendant longtemps, j'étais dans le deviens la meilleure version de toi-même. Et moi, ça me nourrissait le côté j'en fais pas assez et je dois toujours faire être meilleur. Je suis pas Ouais, assez, je suis pas encore mieux. Et deviens qui tu es, c'est ah bah je suis déjà suffisant. Il faut juste que j'arrive à reconnecter avec le fait que je sois suffisant. Et ça, je ouais. préfère. Voilà. Libère tes super pouvoirs. En gros, tu les as déjà. Il suffit juste de les laisser s'exprimer, quoi. Ouais. Euh, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, on peut faire un petit check-out. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, c'était cool. J'espère que j'ai pas trop parlé vite là. C'est mon problème quand je suis emballé. Je parle beaucoup. Mais sinon, je suis super enthousiaste et j'ai pas vu du tout le temps passer. Donc je me dis, là, c'est déjà fini. Mais voilà, super content de tout ce que j'ai partagé. Je te rassure, j'ai le même problème que toi. Je pense que c'est le propre des gens enthousiastes et passionnés Mm. qui parlent du coup trop vite. Et je me suis déjà posé la question de savoir si je devrais prendre, je sais pas, des cours d'élocution pour essayer de calmer mon débit de parole, ou si quelque part ça colle bien à ma personnalité, à cette espèce d'exubérance. Tu vois, j'aime bien ce mot d'exubérance et je milite pour qu'on mette plus de couleurs, plus de superlatifs, plus d'énergie, plus de gestes, plus de folie dans nos vies, plus de pétillant. Donc j'espère peut-être que ma façon de m'exprimer traduit tout ça. En tout cas, merci Florent. J'étais content d'avoir cette discussion avec toi. On a parlé de plein de sujets. C'est toujours hyper intéressant d'avoir des retours concrets, tu vois, de personnes parce que parfois ça peut te sembler un peu éloigné quand on te donne plein de conseils sur comment tu dois vivre ta vie, comment tu peux t'améliorer. Et puis il y a tellement de choses, tellement d'outils. Avoir des retours d'expérience de gens qui sont dans la vraie vie et qui ont eu des problèmes, qui ont réussi à les surmonter et qui d'ailleurs en ont fait des forces et parfois leur métier. Parce que je pense que justement pour avoir une expertise sur un sujet, eh ben il faut avoir soi-même été confronté à ce problème et avoir eu à le régler. Et d'ailleurs, ça permet aussi d'avoir une autre vision sur les problèmes, qui est qu'en réalité, c'est la chance de développer une expertise unique et d'aider toutes les personnes qui auront par la suite ce problème. Donc, tu vois, j'en reviens un petit peu à ce truc de, tu vois, le chaos ou la contrainte crée l'innovation et le changement. Et il ne faut pas forcément les voir seulement négativement, mais ça peut être une belle opportunité pour la suite. Et puis par ailleurs, j'étais content de découvrir l'intelligence émotionnelle avec toi en off. Donc, j'encourage ceux qui ont été séduits par le concept d'aller le creuser avec toi parce que c'est, comme tu le dis, une compétence, un super pouvoir supplémentaire. D'autant plus
parce qu'on a souvent l'habitude justement de s'intéresser au corps, de fixer, d'améliorer sa productivité, sa créativité, sa force, son endurance, et à moins développer les soft skills qui sont plus liés justement à notre état interne, à nos émotions, parce qu'on a un rapport ambivalent avec ça, et que déjà potentiellement on n'y est pas connecté, tu vois. Donc le niveau zéro n'existe déjà pas. C'est cette première connexion élémentaire, parce qu'il faut bien voir les émotions comme un messager. En réalité, c'est une communication, et donc rétablir cette communication, c'est déjà la base. Bref, je m'égare, mais voilà. Merci Florent. Ouais, Je te souhaite une. Ouais, et vas-y. si je peux rajouter un dernier truc, pour les gens qui ont apprécié ce contenu, je vais bientôt lancer une nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà, peut-être le lien sera peut-être dans l'article si tu es OK avec ça. Donc voilà, si Ouais, vous bien souhaitez sûr. avoir plus parler de développement personnel en général, pour du coup tout le monde peut me suivre de cette façon. Voilà, c'était la dernière chose que Bien je voulais sûr. rajouter. Je mettrai le lien dans l'article lié avec le reste. Super. Merci Florent, je te Bah, souhaite une merci à belle toi. journée. Belle journée À à toi bientôt. aussi. Salut. Merci, bye.